Jean-Claude Mailly est notre invité. Bonjour. Bonjour. Secrétaire général de Force ouvrière. On va reparler tout à l'heure dans la séquence interview de la situation sociale à travers votre livre sur la loi travail. Bon, on va vous demander quand même un bilan de François Hollande dans votre domaine du social, mitigé j'imagine. Ah, plus que mitigé, oui. Je pense que les éléments clés dans les décisions prises par le président de la République depuis 2012, et ce qui a déclenché tout, je dirais, je parle des questions économiques et sociales et rien d'autre, c'est l'acceptation du pacte budgétaire européen dès son élection, alors qu'il avait dit le contraire pendant la campagne électorale. Si je dis ça, c'est que ça a conditionné pour moi, après, la politique économique et sociale qui a été menée depuis lors, avec quelques éléments clés, le pacte de responsabilité, par exemple, qui a conduit, via des allègements de cotisations patronales importants, de l'ordre de chaque année de 40 milliards d'euros, mais a conduit à un allègement du coût du travail, dans une logique de dumping connu au niveau européen. Et le deuxième volet, qui était la loi travail, qui était plus sous l'angle du coût du travail, mais sous l'angle de la flexibilité. Voilà, ces trois éléments-là, il y en a eu d'autres, mais... Tout ça pour faire diminuer le chômage. Ouais, mais ça a pas, forcément. oui, non, ça a pas marché. marché. Problème, on est plutôt dans une stabilisation avec des contrats précaires, etc. en ce moment. Mais vous savez, une bonne part aussi de la petite reprise de croissance est due au contexte international. Les taux d'intérêt bas, le prix de l'énergie, ce qui est en train de changer d'ailleurs actuellement. 12h50, retour vers notre invité, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière et auteur d'un livre intitulé Les apprentis sorciers, dans lequel vous relatez, Jean-Claude Mailly, ce que vous appelez l'invraisemblable histoire de la loi travail. Qu'est-ce qu'il y a eu d'invraisemblable dans cette histoire ? À la fois la méthode, puisque, par exemple, nous n'avons, quand je dis nous les syndicats, nous n'avons eu le projet de loi dans son intégralité qu'une fois qu'il avait été publié dans les médias. On avait eu des discussions de bribes, mais jamais de discussion globale. Toujours sur la méthode, le gouvernement devait faire un document d'orientation d'après le Code du travail qu'il n'a jamais fait, et un gouvernement qui est resté assez arc-bouté sur ses positions du début à la fin. Et après, sur le fond, prendre une image, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, ce qui a été un des enjeux de ce débat, ça avait été introduit en 1936 par Léon Blum, suite au mouvement de 1936. Et comme un pied de nez à l'histoire, c'est François Hollande, 80 ans après, qui célèbre les 80 ans du Front populaire et qui fait une sacrée brèche dans la hiérarchie des normes. Voilà, on reparle encore de François Hollande. Jean-Claude Mailly, vous estimez en tout cas que cette loi travail va être un boulet, elle va laisser des traces sur le plan politique. On a quand même l'impression que maintenant la page est tournée. Ah mais moi non, la page n'est pas obligatoirement tournée. Ce qui a été fait peut être défait. En plus, c'est une première étape pour ceux qui sont libéraux au sens économique du terme. Parce que pour le moment, la hiérarchie des normes est inversée sur les questions de temps de travail. Je rappelle que à partir du début janvier, il y a une commission qui se met en place pour la réécriture du Code du travail. Et les plus libéraux vont vouloir dépasser le seul secteur du temps de travail pour aller sur tous les autres thèmes du temps de travail, que le temps de travail. Donc le dossier n'est pas terminé. On n'a pas renoncé, y compris de manière juridique, par des recours, à remettre en cause ces dispositions. Voilà, vous n'avez pas renoncé, mais ce qui se profile pour 2017, c'est à gauche Manuel Valls, Emmanuel Macron, qui tous deux revendiquent cette loi travail. Parlons pas d'à droite, François Fillon, on va en dire un mot tout à l'heure. La configuration à gauche même. Les gens peuvent changer, ça n'est pas interdit. Enfin, je sais pas si ce que l'on dit depuis hier, Manuel Valls serait candidat, s'il assume complètement l'héritage des dernières années, ça va être dur pour lui. Je veux dire ça comme ça. Bon, donc en même temps, dans notre Constitution, quels que soient les individus, le premier responsable, c'est le président de la République. Alors après, on n'est pas d'accord, on est d'accord. Donc vous avez un petit espoir en Manuel Valls. Ah ben non, non, mais il peut changer. Par exemple, il a dit qu'il était pour le revenu universel. Est-ce que ça, c'est pas une position de gauche qui pourrait Non, vous pas convenir ? obligatoirement. Ça dépend ce qu'on appelle par revenu universel. Vous savez, il y a toute une série de formules qui tournent. Si vous faites un revenu universel à hauteur du SMIC, c'est un coût de 80 ou 4, je sais plus, enfin des dizaines de milliards d'euros. Donc attention, il y a certaines idées en matière de revenu universel qui conduisent en fait à abaisser les prestations pour beaucoup de personnes. Et c'est un peu comme vous plaignez pas, vous avez le minimum vital assuré, pour le reste on se débrouille. Est-ce que vous pensez que le programme de François Fillon, en matière toujours économique et sociale, est vraiment l'épouvantail que l'on décrit ? Écoutez, pour le moment, mais lui aussi peut évoluer. Vous savez, moi je fais la part des choses, c'est l'expérience entre, qui plus est, des campagnes pour les primaires, comme disait tout à l'heure monsieur. Rousselier, oui. Oui.
Pour autant, c'est encore récent. Bon, alors ce qu'on peut dire dans une primaire, ce qu'on peut dire à la présidentielle, on verra. Mais pour le moment, en tous les cas, sur les idées qui sont publiquement données, oui, il y en a qui m'inquiètent drôlement. Par exemple, sur l'assurance maladie. Ce que propose M. Fillon, paraît-il sous l'influence d'un assureur qui s'appelle Henri Decastre, c'est bien la remise en cause de la sécurité sociale. Si demain les plus aisés n'ont pas les mêmes droits, payent mais n'ont pas les mêmes droits, ils finiront par dire, écoutez, nous, ça nous intéresse plus la sécurité sociale, on préfère les assurances privées. Et ça, si c'est ça, c'est la fin de la sécurité sociale. Il y a ça, il y a la durée du travail, il y a le monopole syndical, enfin, ça fait pas mal de logique, je dirais, néolibérale accentuée. La réforme du licenciement économique est entrée en vigueur hier. C'était l'un des chiffons rouges aussi de cette contestation sur la loi travail. Bon, Laurent Berger, on le sait, de la CFDT, assure que ça ne va rien changer pour les salariés. Vous estimez, vous, que sur ce point aussi, il faut revenir ? Si, ça va changer pas mal de choses parce que, enfin, je trouve ça, même pour les entreprises. Imaginez demain une petite entreprise qui a une chute de son chiffre d'affaires sur un trimestre. Elle peut retrouver le trimestre suivant un meilleur chiffre d'affaires. Si le premier trimestre où elle a une chute, elle licencie une ou deux personnes, que ça repart, elle n'aura plus les compétences. Donc c'est pas aussi simple que ça. Je pense que ça générera beaucoup de contentieux. Alors maintenant, finalement, ça va être assez tranquille pendant cette période électorale au niveau social. Plus rien ne va se passer. Vous attendez la rentrée. Comment vous remobilisez On ne va pas donner de consigne de vote. Force ouvrière ne donne jamais de consigne de vote aux élections présidentielles. Pour autant, on rappellera quelles sont nos positions ou nos analyses. Mais moi, je vous rappelle, j'écoutais tout à l'heure sur l'Italie, j'écoutais sur l'Autriche. On peut parler de l'Allemagne aussi, de l'AfD, etc. Moi, ça fait 3 ans que j'explique, attention, les logiques de rigueur ou d'austérité, c'est 3 fois suicidaire, socialement, chez nous comme ailleurs, économiquement, et si on y prend garde, ça finira par l'être démocratiquement. Merci beaucoup. Merci à vous. Mailly, d'avoir accepté notre invitation. Les apprentis sorciers, l'invraisemblable histoire de la loi travail publiée aux éditions Les Liens qui libèrent.